Je vais vous avouer candidement, et je suis pas sûr si je suis rendu, mais on a 2 matchs de jouer dans le tournoi. Enfin, la semaine des 4 nations est commencée. Et je me demandais, en m'en venant, si j'avais pas sous-estimé le potentiel de fun que ça pouvait être. Tu sais, je m'attendais pas à ce que Mario Lemieux soit à Montréal, Peter Forsberg, Teemu Selanne. J'avais comme pas pensé là, que ça prendrait cette tournure-là. J'étais en civil. J'ai un ami d'amis. Enfin, il y a eu une situation. Puis j'étais en civil en catastrophe au match Canada-Suède. J'ai constaté qu'en sortant du métro, parce que moi, je suis un homme du peuple, puis enfin, pourquoi aller? Ben, vous autres, vous avez accès au stationnement, mais sinon, pourquoi aller au centre-ville en auto? J'ai été surpris en sortant du métro Bonaventure que c'était tapissé, coupe de 4 nations partout. Les bornes, tout le truc, toutes les publicités pour se rendre, puis en arrivant, bon, j'ai manqué les présentations, là, mais j'ai cru comprendre que ça revêtait d'un certain... Pompe et circonstance. Oui, c'est ça, exactement. Est-ce qu'on avait... Marc-Antoine, avais-tu... Parce que, Martin, je devine la réponse, mais on y viendra. Mais avait-on sous-estimé le potentiel de fun? Probablement. Mais voici pour plusieurs raisons. Oh, attention. Voilà. Réponse en 4 volets. Oui. La première, c'est que quand les joueurs prennent ça au sérieux et qui sont motivés à se donner, normalement, l'amateur de hockey va le ressentir puis va lui aussi vouloir vibrer. Embarquer. Et c'est clair que les joueurs prennent ça au sérieux puis que c'est pas une gimmick pour eux autres. Il y a toute une génération de joueurs de hockey, les jeunes vedettes de la Ligue nationale en ce moment qui n'ont pas participé à des événements internationaux, qui n'ont jamais eu l'occasion de représenter leur pays. Alors, eux, de pouvoir le faire maintenant, ça revêt un caractère spécial. Puis je pense que ça se dégage sur l'ensemble de la compétition. L'autre affaire aussi, c'est qu'on peut regarder ce tournoi-là avec beaucoup de cynisme puis dire que c'est encore un piège à cash. C'est ça qu'on faisait. C'est ça que c'est. C'est comme ça que je me sentais un peu. Et on disait la même chose de la Coupe du Monde en 2016. Oui, bien ça... C'était ça que c'était. Mais tu vois, là où il y a une nuance, excuse-moi Marc-Antoine, c'est que la Coupe du Monde, je me suis jamais posé la question pendant. Je me suis jamais dit, coudonc, c'est peut-être plus le fun que je pensais. J'ai pas trouvé ça le fun. Moi, honnêtement, je l'ai couvert en 2016, puis je me suis laissé prendre au jeu à ce moment-là aussi. Et puis, même si c'était une patente à cash à ce moment-là, il y a quand même l'équipe d'Amérique du Nord qui était formée de toutes ces jeunes vedettes, les McKinnon, McDavid, Matthews, etc., qui a, en l'espace de quelques jours, annoncé quel genre de hockey on allait voir dans la décennie qui allait venir. Puis ça, c'est pas banal. Alors, de pouvoir dire, même dans un tournoi que tout le monde dénigre et regarde de haut, il y a quand même une nouvelle étape du hockey qui a été franchie à ce moment-là. Puis je pense qu'on n'est pas à l'abri de voir la même chose cette semaine. Puis la dernière affaire, c'est que moi, Martin et moi, on était ensemble durant toute la durée des Jeux olympiques à Paris l'été dernier. Ben oui, sur place. Et c'était fantastique. Et à Paris... OK, vous n'étiez pas en plein milieu de la nuit dans un parc industriel de... Non. On était dans le lobby de notre hôtel à écrire des textes. C'est ça. Et ou à écrire sur une terrasse en mangeant à 2 heures du matin. On l'a fait, ça aussi. On l'a fait. Oh, non. Et puis, dans les heures et jours qui ont précédé le tournoi, le début des Jeux olympiques, il n'y avait pas du tout d'engouement à Paris. Tu sentais que c'était mort, les Parisiens quittaient, etc. Mais il a suffi qu'une journée de compétition pour que la ville s'embrase puis se mette à vibrer au rythme des Jeux olympiques. Je dis pas que c'est la même chose qui se passe ici, mais entre le degré zéro d'intérêt qu'on ressentait auparavant puis le momentum que ça a pris dans les derniers jours et qui devrait culminer samedi avec le match entre le Canada et les États-Unis, à mon sens, le tournoi a quand même fait un assez bon travail pour aller chercher l'intérêt des amateurs de hockey. Puis, tu sais, je l'ai dit à beaucoup de monde au cours des derniers jours, si avoir Crosby, McKinnon puis McDavid sur la glace en même temps pour la première fois, ça te titille pas ton intérêt de partisan de hockey. Honnêtement, je ne sais pas qu'est-ce qui va le faire. Martin, est-ce que ton ressenti a changé cette semaine ou c'est resté... Moi, j'ai été fébrile, moi, à l'approche. Écoute,
Moi, ce que j'aime, c'est de voir des bons matchs de hockey. Tu sais, je couvre le hockey avec aucune... je suis 20 en bas de zéro en termes de partisanerie. Quand je regarde quand je suis une saison, je regarde un match, je m'intéresse à la qualité du jeu, à la qualité des joueurs, etc. Et ça fait... J'étais à Sochi en 2014 pour le tournoi de hockey. C'était la première fois, à mon sens, qu'on allait voir... Je ne tenais même pas compte de la Coupe du monde de 2016 parce que, en plus de ça, c'était avant le début de la saison. Les joueurs n'étaient pas au sommet de leurs conditions physiques, etc. Et c'est une préparation pour nous parce qu'on va être à Milan l'année prochaine, de dire, bon, à quoi ça va ressembler l'équipe canadienne? C'est une génération... C'est une génération perdue, en quelque sorte, qu'on voit arriver là, qui ont manqué plusieurs participations olympiques. Sidney Crosby a été peut-être... s'est peut-être fait voler l'occasion d'être le plus grand Olympien de l'histoire du hockey. Là, il aurait pu remporter plusieurs autres médailles d'or, etc. Alors, c'est la réunification de ces deux générations-là qui se retrouvent sur la patinoire, tout ça, et c'est fantastique, mais je pense que les joueurs se donnent à la vie, à la mort, peut-être parce qu'ils n'ont pas eu cette chance-là de jouer ces grands événements-là, mais parce qu'ils veulent être du prochain vrai événement international qui vont être les Jeux olympiques. Et les alignements américains et canadiens sont très difficiles à percer. Ceux qui sont là veulent montrer qu'ils ont leur place là. Les joueurs savent que si ça se passe bien dans un tournoi comme celui-là, c'est plus difficile pour les dirigeants de faire des changements aussi. Mais tout le monde veut montrer aux gars qui sont dans le vestiaire, je veux être là dans un an, puis vous allez pouvoir compter sur moi si je suis là. Alors, il y a beaucoup de motivation qui vient des athlètes eux-mêmes là, pour faire lever cet événement-là. Alors, moi, je trouve ça fantastique. Mais je m'attendais à ce que ce soit fantastique avant le départ, mais ça reste une machine à cash, on s'entend. Donc, les deux peuvent cohabiter. Oui. Ça peut être sportivement formidable et aussi être c'est la Ligue nationale de hockey. C'est la Ligue nationale de hockey. Il faut s'attendre aussi à ce que si les bidous ne sont pas au rendez-vous, la Ligue nationale n'ira pas là. Il faut s'attendre à ce que si ça manque d'âme et d'humanité, ça se peut, grâce à eux. Il y en a quand même pas mal d'âme et d'humanité. Puis, enfin, je dois dire que, comme, mettons, vendredi dernier, on enregistrait, on en parlait, puis j'étais pas dans... Je constate que j'étais pas dans le bon état d'esprit pour ce qui arrive, cette semaine. OK, aujourd'hui. Sidney Crosby, quel homme! Une règle ridicule... et réorganiser l'ordre mondial. C'est tellement hockey, épisode 380. Avec votre journaliste affecté aux affaires du hockey, M. Marc-Antoine Godin. Salut Marc-Antoine. Bonjour, messieurs. Bonjour, Marc-Antoine. Votre chroniqueur principal au service des sports, M. Martin Leclerc. Salut, Martin. Bonjour, messieurs. Je m'appelle Alexandre Coupal. La confrontation des 4 nations. Canada, Finlande, États-Unis, Suède. 4 nations, un seul champion. J'avais pas remarqué l'ours la semaine passée, mais Jack vient de me dire qu'il y avait un ours. C'est pas un ajout. On n'a malheureusement pas ajusté parce que Martin proposait, au lieu de Suède, on aurait dû faire Ued. Enlever le S là où on en rajoute ailleurs. Ouais. Donc, à défaut de ne pas avoir fait la modification, je prends 2 minutes pour épiloguer sur le sujet. Hein? Les Uédois. Ça, les étudiants et étudiantes de l'école de communication, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire de faire ça. Alors, on est enthousiaste, on l'a dit. Commençons peut-être avec le match Canada-Suède. J'ai lu endiablé, j'ai lu rythme effréné. Je le disais, je suis arrivé 10 minutes en retard, mais j'étais sur place. Il y a eu des moments là, où est-ce que le rythme était effréné, mais j'ai quand même constaté ce à quoi je m'attendais un peu, puis c'est un peu ce que Martin avait annoncé, c'est-à-dire que c'était hermétique quand même. Oui. Je veux dire, et évidemment que c'est ça qui risque de... C'est cet élément-là qui risque de départager les gagnants des perdants, et c'est ce qui est arrivé, non? Oui.
Vas-y. OK, ben, Allez-y ensemble. c'est ça. En même temps, on a exactement les mêmes choses à dire. On se parle. On passe tellement de temps ensemble qu'écoute, finalement, on complète nos phrases. Voilà. Alors, moi, il y a les particularités du système de jeu de chacun des pays. C'est vrai, ils ont chacun leur façon de faire, etc. Mais c'est beaucoup la façon de faire de la Ligue nationale qui ressort. Puis, ôter le temps et l'espace à l'adversaire, c'est le mantra de n'importe quelle équipe. Fait que quand les meilleurs joueurs, qui sont les meilleurs, justement, à exploiter le fait d'avoir du temps et de l'espace, ça devient d'autant plus important de pouvoir leur en priver. Puis c'était clairement le plan de match des Suédois, c'était le plan de match de la Finlande face aux États-Unis hier également. Ça n'a pas donné un spectacle qui, sur 66 minutes, a été le festival le plus explosif. Non, absolument pas. Mais quand on parle de rythme effréné, c'est que les joueurs sur la glace ont dit on n'a jamais vécu un match aussi rapide que celui-là. Sidney Crosby l'a dit à ses coéquipiers. Drew Doughty nous l'a dit à nous. Les vieux, mais ça, c'est les vieux qui se plaignent. Oui, je veux bien. Là. C'est ça. Mais Doughty, je comprends que ça aille un peu vite pour lui parce qu'il n'est pas exactement dans une forme de mi-saison. Ça allait clairement un peu vite pour lui. Mais je trouve que ça donne du hockey intéressant quand il y a cette conscience défensive-là qui est activée au moment où le jeu se passe à une vitesse folle. Fait que tu as l'impression que tu dis, mais c'est pas parce qu'il y a de la vitesse folle qu'il va y avoir nécessairement plus de chances de marquer ou plus d'espace, mais à chaque fois qu'il y a une brèche qui s'ouvre, l'adversaire la referme tout aussi rapidement. Alors, ça devient un jeu de chat et souris qui fait en sorte que, oui, c'était un peu hermétique, mais c'est que ça allait à la vitesse où certaines personnes écoutent notre podcast à 1,75. Là. Alors... Surtout quand je parle, c'est pour aller à l'essentiel. Alors, je pense que c'était surtout ça le facteur prédominant de ce match-là. Parce que oui, il y a eu l'effervescence des 10 premières minutes. Il y a eu évidemment tout le côté spectaculaire de la prolongation à 3 contre 3. Puis entre ça, des moments où ça paraissait un petit peu moins endiablé, mais sauf que c'est juste que la cadence de jeu, elle, n'a pas arrêté. Et c'est un peu l'apanage de toutes les confrontations dans la plupart des sports d'équipe, quand tu places les meilleurs au monde les uns contre les autres, que ce soit au mondial de foot, que ce soit au tournoi olympique de basketball, que tu places les meilleurs les uns contre les autres, il y a un accent qui est placé sur la défensive parce que tout le monde sait que l'autre équipe est capable de te détruire rapidement si tu ne fais pas attention à ça. Dans les tournois olympiques, il y a beaucoup de matchs de 2 à 1, de 1 à 0, de pointage très, très bas. Et là, on avait 2 équipes de joueurs expérimentés qui n'avaient pas joué ensemble encore, donc qui allaient faire preuve de prudence. Le synchronisme offensif aussi n'est pas à 100%. Là, même, il y a des gens qui semblaient s'éblouir que les joueurs soient capables de faire des pièces de jeu et qu'ils sont en forme de mi-saison et tout ça. Ils sont parmi les meilleurs au monde, mais le synchronisme n'est pas à 100% entre eux. Puis 8 à 6 les chances de marquer dans le match en faveur, dans les 3 premières périodes en faveur du Canada. Là, quand on est tombé à 3 contre 3, c'est comme si on avait attaché une main dans le dos des Suédois. Là, ça sortait pas. Ça sortait l'arme atomique Makar avec McKinnon et McDavid sur la patinoire. John Cooper devait se sentir comme le gars qui suit le président américain avec les codes nucléaires dans sa valise. Là, il y avait l'arme ultime en sa possession. Fait que c'est normal donc que tout le monde fasse attention à la défense, mais il y a eu des séquences hallucinantes. Là, je pense qu'en 3e période, il y a eu une séquence à un moment donné où les Suédois ont réussi à fabriquer 4 attaques de suite où il y a des chances de marquer incroyables qui se dessinaient, puis il y avait toujours un bâton qui sortait, soit pour faire dévier le tir dans les gradins, soit pour couper la passe. Fait que tu vois, tu as un paquet de joueurs qui ont un quotient intellectuel, un quotient hockey plus élevé, nettement plus élevé que la moyenne. Fait qu'ils voient le jeu se dessiner, puis ils sont capables d'être bons défensivement aussi. Mais il y a une beauté là-dedans. C'est comme... C'est pas le festival offensif qui fait la beauté du hockey, c'est de voir le match d'échecs se dérouler puis de voir les gars essayer de trouver la solution pour faire les buts. Ça a été très... Et j'imagine que le match Canada-États-Unis samedi va être à un autre niveau parce que les deux équipes ont eu la chance de jouer un match et de trouver au moins des petits repères. Question repère.
impressions sur cette première sortie canadienne? Parce que c'est ça, c'est pas évident. Je pense que c'est toi, Marc-Antoine, qui écrivait c'est l'équipe qui va réussir à devenir une équipe la plus rapidement, qui va avoir un ascendant. Est-ce que ça a progressé dans ces 60 minutes-là? Est-ce que... Parce que, bon, c'est ça, Crosby a connu un grand match. Oui. Mais au-delà de ça, on n'a pas vu... c'est parce qu'ils ne jouent pas ensemble, là, mais c'est sûr que la passe à McKinnon en avantage numérique, ça, c'était à se jeter à terre. Là, mais c'est ça, c'est une séquence isolée en avantage numérique de deux gars qui ne jouent pas sur la même ligne. T'sais, on n'a pas vu, là, ou corrigez-moi si je me trompe, là, de grande... on n'a pas assisté à la naissance là, de quelque chose là, au niveau... je parle de l'attaque, là, parce que c'est plus facile à voir. Je parle au plan de la chimie. Ouais, c'est ça, là, de dire... C'est un peu comme les Tkachuk, là, quand on les a réunis, on y reviendra, là, mais on n'a pas assisté à quelque chose de ce genre-là là, avec l'équipe canadienne. Non, pas encore. Pas encore. Puis, je pense que ça aurait été illusoire de penser qu'un seul match aurait été suffisant pour ça. Puis c'est aussi un tournoi qui a été mis sur pied rapidement. Les équipes ont eu 2 séances d'entraînement, au maximum 3, pour pouvoir tout mettre d'équerre. Je pense que il y a beaucoup... Quand j'écrivais que ce sera la première équipe qui va devenir une équipe, qui va réussir à devenir une équipe, c'est parce que c'est vraiment le message qui est envoyé aux joueurs de chaque équipe. Parce que tout le monde reconnaît la grande qualité des forces en présence au niveau de l'attaque, mais c'est dire justement, au point de vue défensif, à quel point on va être capable de se comprendre, de travailler en unité de 5, de rester discipliné, et puis de développer une cohésion, une compréhension l'un de l'autre. Puis, tu sais, il y a toutes sortes de mécanismes qui peuvent être faits. Les États-Unis, avant le début du tournoi, eux, pour essayer de se titiller De se chatouiller la fibre. De se chatouiller, c'est exactement ça. Ils ont invité des membres de l'équipe de Miracle sur glace de 1980 à venir s'entretenir avec les joueurs de l'équipe actuelle, donc Mike Eruzione et autres. Il y a Guy Gaudreau, le père de Johnny Gaudreau et de Mathieu Gaudreau, qui est dans l'entourage de l'équipe également. Donc, tu sais, c'est le genre de truc intangible qui est fait dans l'idée de souder le groupe. Quand Mario Lemieux débarque pour lire la formation de départ puis qui crée une impression au sein de super vedettes de la Ligue nationale qui font wow, c'est Mario Lemieux. Puis, tu sais, Sidney Crosby est habitué, mais ils ne le sont pas tous autant que lui. Ça aussi, on cherche à souder ce groupe-là. Donc, il y a des mécanismes qui sont faits à l'extérieur de la patinoire. Maintenant, sur la glace, ça se joue tellement vite. En un match, je pense pas qu'il y ait une énorme différence. Puis, je pense qu'il y a aussi des facteurs qui vont entrer en ligne de compte. Il y a des changements en défense qui, forcément, à cause de la blessure de Shea Theodore, vont devoir avoir lieu. Peut-être que en voyant la façon dont les Américains ont rudoyé, je vais utiliser ce terme-là, les Finlandais, ils ont utilisé vraiment de la robustesse, un peu d'intimidation. Peut-être que ça va donner le goût à John Cooper d'avoir recours à Sam Bennett. Il y a eu des questions sempiternelles par rapport au gardien de but du Canada. Peut-être que Jordan Mennington, je ne sais pas s'il en a suffisamment fait pour pouvoir retourner devant le filet. Mais il y a des ajustements encore à apporter avant que le Canada affronte les États-Unis. Il y a peu de temps pour en faire. Ça, pour la question des gardiens, Binnington, moi, j'ai trouvé qu'il a marché sur la ligne dans ce match-là. Il n'a pas été suffisamment décevant pour qu'on lui retire le filet, mais il n'a pas été suffisamment excellent pour que tu dises, OK, c'est lui qui va nous mener à la conquête de ce tournoi-là. Par contre, il a fait 2 gros arrêts en prolongation au moment où ça comptait là, pour garder son équipe dans le match. Il a fait quelques bons arrêts. Mais on n'est pas rassuré. C'est pas, un peu ça le on est un peu au même point où on était, je trouve, avant le début du tournoi. Mais cela dit, Connor Hellebuyck en a donné un mauvais but contre les Finlandais hier. Puis après ça, il s'est replacé dans le match. Puis Binnington l'a fait. Puis c'est un gars d'expérience. Mais j'ai hâte de voir comment les dirigeants d'équipe Canada vont analyser ça. Parce que l'échantillonnage est très mince pour prendre des décisions. Oui, c'est ça. Comment dire, il n'y a pas de... T'as pas de temps, t'as pas de match. Mais je pense pas qu'il va y avoir de changement. Non, probablement qu'au moment où notre podcast va être diffusé, on va avoir déjà la réponse.
Mais avant le premier match contre la Suède, John Cooper avait dit « Binnington, c'est notre homme ». Puis il n'y en a pas suffisamment fait pour se faire tasser. C'est ça. C'est un job à perdre. Oui. Et c'est raté. Dans le cas de double négatif. Double négatif. Puis tu mentionnais, Alex, qu'il n'y avait pas eu de grandes révélations ou de feux d'artifice offensifs. C'est ça. Moi, je pense qu'il va en falloir beaucoup plus que ce qu'on a vu contre la Suède. Le trio de Reinhart, McDavid, Marner a eu 2 chances de marquer à 5 contre 5 dans ce match-là. Tu as quand même le meilleur attaquant au monde là-dessus, flanqué de 2 ailiers pas piqués des verres. Ça fait que ça n'a pas été extraordinaire. Puis tout le monde a parlé des 3 passes de Crosby, mais bon, il y en a une dans les premières secondes du match, une petite passe arrière qui s'est faufilée dans une ouverture à peu près grosse comme la rondelle sous le défenseur pour se rendre. Après, l'autre mention d'aide, la dernière du match, c'est une passe en retrait comme on en voit 100 000 durant la saison. Là. Crosby s'en allait faire un changement. Il a fait une passe en retrait, puis il a assisté au but de Marner. Il a vu sa mention d'aide quand il était assis sur le banc. C'est rare que tu vois ça. Et son trio à Crosby a eu 2 chances de marquer aussi dans le match. C'est Mark Stone qui les a eues. Et il jouait avec McKinnon, qui est quand même... Alors, tu sais, quand je disais que le synchronisme, on n'a pas vu tout le potentiel de cette équipe-là, mais il va falloir, contre les Américains, qu'il y ait des canons qui sonnent, là, parce qu'il y a une bonne équipe de l'autre côté. Je pense qu'il y a du côté de McKinnon, on peut en voir nettement plus parce que lui, il a admis, après la rencontre, qu'il avait été un petit peu... il y avait de la misère à contenir son niveau d'adrénaline. Puis à un moment donné, il était complètement vidé, rendu en prolongation. Mais j'ai trouvé que... Tu sais, moi, c'est mon joueur préféré. J'adore son niveau de... Tu sais, son alliage d'explosion et d'habileté avec la rondelle, la façon dont il est capable de percer la défensive adverse. C'est montée individuelle. Tu as l'impression que c'est un jeu vidéo où les défenseurs de l'autre équipe vont comme exploser. Il va se créer un chemin. Puis je trouve ça spectaculaire à voir. C'est pas tout le temps la finesse de McDavid, mais il y a un côté attaquant de puissance moderne que j'aime beaucoup. Mais malgré ça, je trouve qu'il y a eu beaucoup d'efforts individuels où il y aurait eu avantage à regarder davantage quelles sont ses options autour de lui et pas chercher à vouloir tout faire tout seul. Alors, il y a des choses dans son jeu, dans ses actions offensives où il y a matière à l'amélioration puis qui puisse avoir un plus gros impact sur les matchs. Bon, là, je disais, on n'a pas été rassurés. Évidemment, le département des gardiens de but, c'était une zone, là, où est-ce qu'il n'y a pas de certitude, disons ça comme ça. C'était pas la brigade défensive non plus, la plus... On en a connu des plus relevés. Et là, avec... j'allais l'appeler Weber, moi aussi. Un autre chez Théodore et sa blessure. Le frère de José. C'est ça. Ouais. Puis Et... le rappel, c'est pas un rappel de Thomas Harley, c'est comme un hey Tom, garde ton téléphone proche, ça se peut que c'est comme ça les sonne. gardiens, tu sais, c'est comme les gardiens d'urgence là qui sont dans l'aréna au cas où là. C'est un petit peu, il y a un petit peu de ça. C'est-à-dire qu'il n'a pas, l'équipe canadienne n'aura pas le droit d'avoir recours à Thomas Harley à moins qu'il y ait une blessure au sein du groupe des 6 défenseurs qui vont jouer. Mais John Cooper ne peut pas dire Drew Doughty a de la misère à suivre le rythme, je vais le remplacer par Harley. Non. Et comment dire, c'est pas optimal, ça. Moi, je trouve que ça fait pas sérieux. C'est ça. On organise un tournoi en disant que les meilleurs joueurs au monde vont s'affronter. Là, le Canada a 6 défenseurs. Ça veut dire que si demain, 2 heures avant le match, il y a un défenseur qui a la gastro, le Canada va jouer à 5 défenseurs. Le match le plus important de ce tournoi-là, avec des gens qui payent 1 000 $, leur billet. Et ça crée une situation où, par exemple, si un défenseur canadien se blessait dans le dernier match à Boston, le dernier match du tour préliminaire à Boston, c'est-à-dire qu'un gars pourrait être inséré en finale après avoir été absent du jeu pendant une dizaine de jours, sans s'être entraîné avec son équipe, et être propulsé comme ça en finale d'un tournoi où les meilleurs joueurs sont présents. Je trouve que ça ne fait pas sérieux. On dirait que c'est une règle qu'on a fait une règle très hermétique pour la composition des alignements en se disant, là,
vous allez choisir ces gars-là pour le tournoi, mais les autres vont être en vacances. Vous ne garderez pas 25 joueurs à votre disponibilité là, pour rien, pour faire les touristes autour. Mais ça prend un petit peu de souplesse. Je pense que c'est ridicule de dire à un gars, tiens-toi disponible. Là, on est à 6 défenseurs, tiens-toi disponible, mais tu n'as pas le droit de venir t'entraîner avec les autres. Non, qu'est-ce que ça change? Le gars est disponible de toute façon. C'est ça. Parce que, qui est pénalisé pour ça? Parce que tu dis, c'est comme si le règlement avait été fait en sorte pour empêcher les équipes de mobiliser des joueurs qui ne joueraient pas. Mais ça, c'est l'association des joueurs. Ben, c'est ça. C'est ce que je comprends, mais en même temps, est-ce que les joueurs interrogés à savoir, hey, aimerais-tu ça être dans les 4 extras qui joueront peut-être pas, mais qui vont s'entraîner? Je pense qu'il n'y a pas un joueur qui aurait dit non. Tu sais, c'est mon temps. C'est mon temps. Je préfère aller en vacances. Il me semble que ça ne sert pas. Non, mais tu sais, ce joueur de remplacement-là, ils l'ont identifié déjà. Là. Pourquoi tu laisses ce gars-là en périphérie à s'entraîner dans un aréna quelque part tout seul? C'est pire, ça. Je trouve que ça défie la logique. En tout cas. Ben, selon les règlements, si le règlement avait été appliqué à la lettre, tu as le droit... Tu ne peux pas faire appel à du renfort à moins que tu tombes en dessous de 18 patineurs en santé. Ouais. Ce qui signifie qu'à la suite de la blessure de Shea Theodore, s'il avait fallu que le Canada perde un autre défenseur, l'application rigide du règlement aurait nécessité que le Canada envoie un attaquant en défense. Là, on va s'amuser. Là, on voit à quel point le jeu est rapide et est intense. En plus, tu demandes à un attaquant d'aller en défense, t'exposes encore ce joueur-là peut-être à un risque de blessure additionnelle. Ouais. Alors, ça aurait peut-être été drôle de voir Mitch Marner se retrouver défenseur. Mais cela étant dit... Surtout lui. Ouais. Ben écoute, ça aurait peut-être été lui. Alors, il y a comme un ajustement, une question de gros bon sens qui rentre en ligne de compte, mais je pense que c'est avoir 2 attaquants en extra, avoir 2 défenseurs en extra, ça aurait peut-être été plus judicieux que de traîner un 3e gardien de but. Tu sais, quand tu as 4 matchs, as-tu besoin de 3 gardiens de but pour un tournoi de 4 matchs? Je sais pas. Je trouve que c'est un petit peu, un peu excessif. On a déjà... peut-être que les Finlandais là, feront un changement, mais même malgré la sortie de Binnington, qui était absolument pas, extraordinaire, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait de changement. Donc, on est loin d'être rendu au 3e gardien. Là. C'est ça, exactement. C'est fou, c'est impressionnant de voir tout leur éthique de travail. C'est les 2 seuls qui sont venus avec les autres qui n'ont pas joué. C'est pour ça que c'est des leaders, des gars qui travaillent fort. C'est justement des grosses minutes pendant toute la saison, une longue saison. Puis la première journée qu'on peut avoir un peu de repos, les 2 viennent quand même au ressort, embarquent sur la glace. Puis on travaille des choses ensemble. Je pense que les 2 aussi, je pense qu'ils s'entraînent ensemble l'été. Donc, ils sont excités de se retrouver sur la glace et pouvoir travailler ensemble encore. Cela dit, le 3e gardien du Canada, nous, on en a besoin. Parce que c'est le porte-parole francophone officiel de l'équipe. Alors, merci Sam pour cet excellent travail qui commentait donc le fait que malgré que l'entraînement était optionnel, l'entraînement qui suivait la victoire du Canada contre la Suède, c'est pas ça qui allait empêcher Crosby et McKinnon de chausser les patins. Ils ont été les 2 seuls à avoir joué mardi à patiner le lendemain, d'où cette leçon de leadership et de mercredi. Ouais, le lendemain de mardi. Non, je pense que ça marchait. Mais écoute, en fait, je ne sais pas si on peut dire que c'est une leçon de leadership. C'est une leçon de passion incroyable pour le hockey. Crosby a toujours été comme ça. Là. Quand il jouait junior à Rimouski, il fallait que ses entraîneurs demandent aux préposés à l'équipement de cacher ses patins quand on lui imposait des congés, parce qu'il venait quand même à l'aréna puis il se faisait ouvrir la porte du vestiaire et il allait sur la patinoire. Souvenez-vous, je pense que c'était en 2018, il y a un petit gars qui était en train de patiner à Mont-Tremblant tout seul le matin, puis Sidney Crosby est arrivé, il était en vacances, il est arrivé, puis il a dit au petit gars, écoute, peux-tu me faire des passes comme ça? Il s'est organisé une séance d'entraînement tout seul sur une patinoire extérieure à Mont-Tremblant. Alors, il y a toujours... Donc, il ne fait pas semblant, c'est ça que tu veux dire. Non, c'est ça. Il n'est pas là, il n'a pas dit, il y a une tempête de neige, je vais aller montrer à tout le monde à quel point je suis passionné. Ça a toujours été viscéral pour lui. Là. Il faut qu'il patine tous les jours. Mais c'est des petites affaires de même, je pense, qui contribuent à construire une légende. Parce que
je ne veux pas inutilement retourner en arrière, mais sa présence est incertaine à cause de sa blessure. Depuis qu'il a mis les pieds à Montréal, à chaque fois que l'équipe canadienne avait l'occasion d'aller sur la glace, il y est allé. Et après le premier match, il a été le dernier avec Nathan MacKinnon à venir s'adresser aux journalistes. Il était très tard, il était passé minuit quand on a fini de leur parler. Puis moins de 9 heures après, ils sont dans l'autobus, dans la navette qui les amène de l'hôtel. En pleine tempête. Ils s'en vont en brossard. Puis les gars qui jouaient pas, Travis Sanheim, lui, il va remplacer Shea Theodore. Mais le lapsus, c'est tellement facile à faire. Shea Weber. Ben oui, on va le faire. On va le faire. Mais il savait qu'il allait être de ceux qui participeraient à cet entraînement facultatif-là. Puis il est resté bouche bée de les voir arriver, débarquer dans l'autobus. Salut tout le monde. Il était certain que Crosby et MacKinnon allaient prendre un bain tourbillon, essayer. Il y a des bains tourbillons alternance chaud et froid qui sont thérapeutiques, etc. Mais non. C'est premier sur la glace, puis let's go, on va se faire des passes, on pratique nos revers le long de la bande et puis des déviations devant le filet. C'est incessant. Puis John Cooper les a décrits comme étant des junkies du hockey, puis honnêtement, à ce point-là, c'est plus rare que vous pensez. Parce qu'il y a des gars qui arrivent dans la Ligue nationale, leur talent et leur travail les a amenés là, mais il y a un petit côté où, c'est le fun de la vie de joueur de hockey, c'est le fun de la vie de la Ligue nationale, puis ils baissent un petit peu leur garde. Tandis que ces deux gars-là, tout ce qu'ils doivent faire au quotidien, ils ne cessent jamais. Ils ont toujours la pédale au fond. Puis après ça, tu te demandes pourquoi c'est l'élite de l'élite. Voilà. Il y a une partie de la réponse là. J'ai entendu dire que Kucherov est comme ça. Oui. Genre une semaine après l'élimination de son équipe, il est sur la patinoire, il est sur la patinoire puis il travaille ses tirs sur réception. Et tout ça, puis on s'entend que la saison est loin devant. Là. Ceux qui sont parmi les meilleurs au monde, c'est pas... Le talent, c'est une chose, mais le travail est le facteur déterminant. Et il y a, plusieurs degrés, parce que je pense que pour atteindre la Ligue nationale, il y a un minimum de travail, là, mais ça peut aller très loin. Surtout que, c'est ça, il faut se préparer. Parce que c'est l'affrontement ultime déjà samedi contre les Américains. Peut-être un mot sur le match que vous avez vu entre les États-Unis et la Finlande, qui ronronnait, du salon chez nous. Je me disais, c'est finlandais. Puis c'est notre équipe locale, avec Artturi Lekkonen, accueilli en héros. Artturi. Tu disais, Nathan MacKinnon, c'est mon joueur préféré. Ouais. Artturi. Mais j'ai pas dit que c'était mon joueur préféré, mais assurément, j'avais une petite fibre affective. Donc, long détour, ça allait plutôt bien. Ça allait pas très mal pour les Finlandais avant que on réussisse. Tu parlais de l'arme nucléaire pour le trio qu'on envoie... en surtemps, en prolongation avec MacKinnon, McDavid, puis Makar, de réunir les frères Tkachuk aussi, ça a un petit quelque chose de létal. Vous pensiez que j'en viendrais pas à bout de cette phrase-là, hein? Ça vous apprendra à pas avoir cru. Ouais. OK, bye. Écoute, les Finlandais, moi, j'ai trouvé que dans les deux premières périodes, ils ont réussi à garder la tête hors de l'eau, mais ils étaient dominés, là. Puis, tu sais, il y a beaucoup de joueurs dans cette équipe-là qui ont énormément de vécu. Fait que, tu sais, ils se sont accrochés au système à bien faire les choses et le mauvais but que Saros a donné dans les premières secondes de la troisième période, j'ai l'impression de leur osciller les jambes en disant OK, on garde la tête hors de l'eau depuis tout ce temps-là, puis là, ça a ouvert les vannes, 2 buts en 26 secondes. Mais clairement, les Finlandais forment l'équipe la moins bien armée dans la mieux reposée, par contre. Oui, parce qu'ils ont fait l'impasse sur la première journée d'entraînement. Puis je lisais les pages d'un grand quotidien finlandais ce matin, le Helsingin Sanomat. On lit tous tous les matins. Tu peux t'acheter une voyelle? Ils étaient pas très enthousiastes, très optimistes par rapport à leur équipe. Là. On rappelait que la Finlande n'avait jamais très bien paru dans les tournois internationaux où les meilleurs joueurs des autres pays étaient tous présents. Et on disait Saros est médiocre depuis un bon bout de temps et son match d'hier était le reflet de la façon dont il joue depuis un bout de temps. Je trouvais ça très, très sévère, mais on rappelait aussi, écoutez, on disait aux partisans de la Finlande,
lancez pas de pierre à l'entraîneur ou tenez compte du fait qu'il y a beaucoup de blessés. Là, que, c'est vrai. Déjà, en partant, on est désavantagé en termes de profondeur de bassin, mais qu'on a beaucoup de blessés. Et ça paraissait. Tu regardais la brigade défensive de cette équipe-là. Quand ton meilleur défenseur, c'est pas un gros bassin non plus. Là. Non, mais en plus, ils ont des joueurs importants à cette position-là qui manquent. Ouais. Ça a paru hier. Ils n'étaient pas de calibre pour rivaliser avec les Américains. Mais en même temps, même s'ils ont perdu 6-1, puis je sais que la brigade défensive, c'est leur point faible, mais j'ai pas senti que c'est vraiment ça qui les avait tués. Il y a deux affaires. D'abord, Saros n'a pas du tout fait les arrêts. C'est lui qui est censé être, en l'absence d'une brigade défensive solide, c'est toi le dernier rempart, puis il faut que tu nous sortes du trouble. Et il ne l'a pas du tout fait. Il a fait le contraire. Il a fait le contraire. Ouais. Alors, je comprends que une partie du blâme soit portée vers lui. Il n'est pas aussi dominant qu'il l'était dans les années précédentes. Puis je pense que ses insuccès à Nashville, il les transporte dans cette compétition-là. Je suis d'accord avec Martin quand il disait que les Américains dominaient dans les 2 premières périodes, même si le pointage était serré. Il y a eu 2 barres transversales. Il y a eu plusieurs tentatives de tir-passe qui ont... les déviations ratées de peu, puis les dommages auraient pu être plus significatifs. Mais tu as aussi le fait que la Finlande ne peut pas simplement dire on va se défendre. Il faut aussi à un moment donné que tu répliques puis que tu attaques toi aussi. Et j'ai trouvé que leurs attaques étaient trop rares. Les attaques qu'on appelle sur le rush, là, les montées offensives, ont été extrêmement rares. Et puis le trio de Hintz avec Aho et puis Laine, ce trio-là a généré un seul tir au but dans tout le match. Fait que ça, c'est problématique. C'est supposé d'être ton meilleur trio? Ben, en fait, c'est censé au moins être ton deuxième, là, parce qu'il y a celui de Barkov avec Rantanen. C'est pas piqué des verres non plus. Mais je trouve que de manière générale, en attaque, ils ne se sont pas donné suffisamment de chance aussi. T'sais, quand ils ont eu des surnombres, souvent, ça a résulté en c'est des attaques qui ont avorté. Il n'y a même pas eu de tir au but. Fait que ça aussi, je pense, à un moment donné, tu fais arme égale ou à peu près avec une équipe qui est clairement supérieure à toi. À un moment donné, quand les chances se présentent à toi, il faut que tu sortes dessus. T'sais. Alors, je trouve que c'est sûr que leur brigade défensive les rend extrêmement vulnérables, mais il y a aussi que, bon, les Américains sont meilleurs. Là. On va se le dire. Puis tu parlais des frères Tkachuk, ils ont l'air d'être l'âme de cette équipe-là. C'est peut-être pas les plus grandes vedettes de l'équipe, mais à côté, c'était pas Austin Matthews qui dirigeait la patente hier soir. Là. Pour les Américains, les frères Tkachuk, c'est la version moderne des Sœurs Lamoureux au hockey féminin. Souvenez-vous, les Sœurs Lamoureux avec l'équipe féminine qui brassaient, je pense, à 2 jumelles, mais qui brassaient contre... elles sont à la retraite, ça fait peut-être... 5 ans ou 6 ans, les Sœurs Lamoureux, mais il y avait Monique et je me souviens Jacqueline? pas. Jacqueline ou Jocelyne? Jocelyne et Monique, c'est ça? Oui, je pense que oui. On va mettre l'équipe en régie. Non, mais c'était toujours elle qui allumait le feu pour l'équipe américaine contre le Canada dans les batailles épiques. Et Mike Sullivan, hier, quand il a décidé de réunir les frères Tkachuk, ça a changé. Ils se sont mis à... Et je comprends pas pourquoi il les a pas jumelés ensemble pour commencer. Là, c'est clair que tu places ces 2 gars-là ensemble, tu vas avoir de la plus-value en partant dès la première seconde. Mais ça a apporté une étincelle. C'était peut-être pour se garder cette étincelle-là dans sa manche. C'est la seule raison que je vois. Puis, et j'ai lu, il y en a un des deux qui a dit de ne pas avoir commencé le match ensemble aussi, ça a fait en sorte qu'on n'a pas eu à l'anticiper et que ça a fait en sorte qu'on était tout de suite dans le moment. Peut-être qu'il y avait là un peu de la stratégie de Sullivan aussi. Mais tu sais, les frères Tkachuk, ensemble, ont généré environ, je pense, plus du tiers des tirs au but des États-Unis. Et puis, pas loin du tiers des mises en échec aussi. Ils ont fait ce que des Tkachuk sont censés faire. Puis, c'est sûr que, bon... un Tkachuk. Hein? Un bon Tkachuk. Ouais, puis le joueur préféré de mes enfants, d'ailleurs. Mais écoute, Brady, les amateurs du Canadien aiment le détester, mais il devrait jouer avec le Canadien. Oui, c'est ça, parce que j'ai regardé là, au sein de la Finlande hier, puis j'ai espéré que Kotkaniemi était pas là. C'est lui Mais il est encore un an plus jeune.
Faut lui donner le temps. On pensait que... Enfin, moi, je pensais, avant que ça commence, que l'équipe américaine était l'équipe à battre, à la lumière de ce que vous avez vu. Est-ce que vous partagez cette... c'est pas une opinion, là, c'est plus comme une affirme... Non, c'est une idée. Moi, après avoir vu les matchs des deux équipes, je pense pas que les Américains ont un avantage par rapport au Canada. OK. Non, je pense que ça va être très... Ça va être à la vie, à la mort. Ça va être au fil de rasoir. Ah ouais. Ça sent la... J'allais dire, ça sent la prolongation. À part la position de gardien. Ouais, OK. Mais j'aime bien leur force de frappe sur les 3e et 4e trios. Ça s'équivaut... l'élite... Tu parles des Américains. Oui. L'élite au sein de l'équipe canadienne est assez difficile à battre. Mais après ça, je trouve que sur les 3e et 4e trios canadiens, c'est sûr que tu as des gars comme Brayden Point qui peuvent vraiment faire la différence parce que c'est un gars qui est excellent offensivement, mais je trouve que ils ont beaucoup de joueurs qui sont très responsables défensivement. C'est vraiment un groupe d'attaquants qui jouent sur 200 pieds, que ce soit Stone, Marner, Point, t'ajoutes ça, Cirelli, etc. Ils sont plusieurs à être de ce profil-là. Le trio de Point a eu une chance de marquer dans le premier match. Ouais. Le trio de Cirelli a eu une chance de marquer. Et puis les deux premiers trios, chacun 2 chances. Fait que ça n'a pas été... Moi, c'est ça. Je suis pas... mais je trouve ça difficile de comparer la performance des Américains parce qu'ils jouaient pas contre le même genre d'opposition. Je m'excuse de t'avoir interrompu, Marc-Antoine. Ça va, c'est toujours pertinent. Fait que, mais je trouve que en fin de compte, il va vraiment falloir que sur les 3e et 4e trios de ces deux équipes-là, je pense que je redoute la force de frappe supérieure des Américains à ce niveau-là. Puis devant le filet, ben écoute, Connor Hellebuyck demeure un gardien supérieur à Bennington. Question du public, réseaux sociaux. 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 Question du public sur les réseaux sociaux. Là où ça fait mal, réseau social. Question du public sur les réseaux sociaux. Réseau, public, question. Question du public, question du public. Question du public, question du public. Question du réseau. On a demandé via les réseaux sociaux de Radio-Canada Sport, décrivez Sidney Crosby en un mot. Ça s'imposait. C'est ça. C'est peut-être une existence, l'existence du fan et de la fan de hockey du Québec. Ça manque peut-être de Sidney Crosby dans son existence. Alors, l'occasion est là. Décrivez Sidney Crosby en un mot. Alors, pétarade. Sur Facebook, Léo, Impérial. C'est mon préféré. Moi, j'adore ça. C'est qui a écrit pétarade? C'est moi qui dis ça. OK, d'accord. J'annonce. OK, d'accord. Ah oui, t'as raison, ça aurait pu être... non, j'annonce. Okay. Ce sera une pétarade de réponse. D'accord. Ben, moi, je réponds pas à la question du public. Je suis quelqu'un de tout. Je suis important. Je suis un monsieur important, c'est ça. Yann dit légende, Lucie, exceptionnel. Jacques, le mieux. Je pense que ça, c'est un jeu de mots. Bien joué, Jacques. Toujours sur le book. Atia, galactique. Ça aussi, ça me plaît. Petite inspiration européenne. Arsène, dévoué. Claude, incroyable. Caroline, un modèle. Sur Facebook, toujours. Ah, on a une chèvre. Des petits dessins de chèvre. On avait dit un mot, ne respecte pas les consignes. Mais pour le GOAT, bien évidemment. Greatest of all time. Ai-je besoin au meilleur de tous les temps? Voilà, je fais le tour. Snake, sur le Gram, a écrit en un mot. Méga chic type, gros joueur de hockey, sensationnel, Rimouskois à jamais dans nos cœurs. En un mot. Donc, bel effort. Des points pour l'effort. Puis sinon, sur le tube, il y a le gros juste la barre chip-shop. d'espacement qui ne fonctionnait pas. C'est ça, exact. Non, mais ça respecte les consignes. Le gros Bishop légendaire, Joe Trompette magistral, Marc-Antoine 1988, à ne pas confondre avec notre Marc-Antoine. Engagement, bref. Il y en avait comme ça. 340 réponses sur le book. Quand même. C'est ça. Je disais, la partisane du Québec n'a peut-être pas tant l'occasion de célébrer Sidney Crosby. Et là, je vais vous faire une confidence. En concoctant cette question, j'avais une intention malicieuse. J'étais pas mal sûr, et j'ai regardé toutes les réponses, là.
Et j'étais pas mal sûr que je trouverais quelqu'un pour dire futur membre du Canadien de Montréal. Mais non, c'est pas personne n'a répondu ça. Ben non, parce que Alors, c'est dur on en à par- dire. alors, C'est oui. difficile à répondre en un mot. ça. Ouais, mais souvent, les gens ne respectent pas les consignes. Sur les réseaux sociaux, particulièrement, je ne sais pas si tu en as. Mais personne n'a répondu ça. Reste que d'entendre la foule scander son nom et tout. C'est un fantasme qui ne mourra pas. Voilà, j'aime ça. Et c'est ça, j'essaie de le tenir, de le garder allumé. Il y a des films parfois où on revient dans le passé, puis l'histoire démarre quand un événement historique se produit différemment de la façon dont c'est réellement C'est produit. une uchronie, je pense. Et ce serait intéressant de voir ce qu'aurait été l'histoire du Canadien si, au fameux On était là. repêchage, Moi, oui, je m'en rappelle. il s'en est fallu de peu. Je Et pense- ça aurait été tellement... tu sais, le père de Sidney a joué pour le Canadien junior de Verdun dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il était un partisan du Canadien. S'il avait été sélectionné par le Canadien, est-ce qu'il y aurait quelque chose de plus au plafond du Centre Bell? En tout cas. Écoute, ça aurait... S'il a été capable à Pittsburgh assez rapidement et à plusieurs reprises, là. Tu sais, j'ose imaginer une fois ici. Ça. Alors, juste un tirage Il me a semble- changé notre histoire collective. Il me semble du qu'il y a sport. eu une pause publicitaire avant, parce que c'était télévisé, évidemment. C'était suite au lockout. Il me semble qu'il restait 5. Il en restait 5. Il y a eu une pause publicitaire. Et là, je me souviens m'être dit... Et au retour de la pause, le 5e est annoncé. C'était fini. C'était le Canadien. Bref, non, puis surtout que Crosby, a dit un truc du genre oui, c'était spécial, je vais toujours me souvenir de cet applaudissement-là, c'est une place, c'est un endroit spécial. J'aime ça jouer dans ce genre de place-là. J'étais un fan du Canadien, c'est comme hey, Sydney, là, les nerfs, là. on n'a pas besoin de plus, là. Tout le monde est déjà assez excité. Mais il connaît le Québec, tu sais, il a En passé plus- du temps ici. Ouais. Ah, Jack me demande. Jack passe son temps à me proposer des questions, puis je les utilise jamais. Mais Jack, il dit est-ce que ça se pourrait? Ben, on en a déjà parlé. C'est pas impossible. Non, s'il change d'équipe, ça va aller pas. Ça va être. Si jamais il prend cette décision-là historique, ça va être pour aller avec une équipe qui a une chance de gagner. Qu'est-ce que tu vas insinuer? Ben. Veux-tu dire que le Canadien n'a pas de chance de gagner? C'est exactement ça. Oui, c'est pas mal ça. Ça serait fameux, mais moi, je pense que son engagement avec C'est ce que tu les disais Penguins récemment, de Pittsburgh est assez inébranlable. Puis s'il devait revenir sur sa décision, il aurait toute la marge de manœuvre de décider lui-même où il va aller. Ouais. Et puis là, écoute, après cette saison, il reste deux autres années à son contrat. Alors, est-ce qu'en l'espace de 2 ans, je me fais pas d'illusions par rapport à l'avenir des Pingouins, puis il a probablement joué son dernier match de série avec les Pingouins. Là. Mais est-ce qu'à un moment donné, il va faire, pas cet été, mais disons à la date limite des transactions l'année prochaine, il va dire, bon, ben là, je vois la fin arriver, puis j'aimerais ça avoir la chance de gagner une Coupe Stanley. Voyons voir ce qui est possible. Écoute, pour que le Canadien soit le moindrement dans la discussion, il faudrait un immense bond en avant qui ferait en sorte qu'en l'espace de 12 mois, là où on est aujourd'hui, une équipe qui ne participe pas aux séries éliminatoires, dans 12 mois, on fasse « Hey, ça, c'est une équipe qui est prétendante à la Coupe Stanley. » Je ne sais pas dans quel univers tu réussis à faire ce genre de bond-là. Pour que ce soit possible, il aurait fallu que le Canadien repêche Sidney Crosby en 2005. Donc, on attache... C'est que pour se rendre là, l'année prochaine, il aurait fallu que l'embellie qu'on a vue à la fin décembre, début janvier, se prolonge, permette aux Canadiens de rentrer en séries éliminatoires, puis fasse en sorte que dans un an, les pas en avant continuent. Mais on est tellement pas là que malheureusement, je pense que le Canadien va manquer de timing. Puis ça va peut-être... S'il y a une... son bon ami, on l'a dit souvent, là, son bon ami, c'est Nathan McKinnon. L'Avalanche du Colorado est toujours un prétendant à la Coupe Stanley. Fait que c'est peut-être une destination si ça ne devait pas être Pittsburgh. Dans un de ces... Est-ce qu'ils n'ont pas libéré un peu le budget, d'ailleurs, en transigeant Rantanen, l'Avalanche? Oui. Ben, c'est ce que plusieurs supposaient. Mais j'allais dire, dans un de ces nombreux sites web là, qui
génère toutes sortes de contenus. Il y avait quelque part, là, je me souviens pas où, un top 3. Donc, il y avait Colorado, il y avait le Canadien aussi pour des raisons romantiques. Ouais. Mais Washington, de voir Crosby et Ovechkin jouer ensemble, je trouvais qu'il y avait quelque chose là c'est ça. Ça serait un peu étrange. Ça serait, exact, voilà, certainement étrange. Pour le moins certainement. Puis c'est pas seulement pour Ovechkin, c'est aussi le fait que c'est les Capitals de Washington. Pour un gars qui a le manchot tatoué sur le cœur, là. Le manchot très populaire dans les salons. Ça serait comme voir débarquer Brad Marchand avec le Canadien. Pas sûr que le gars ferait « Oui, voici ma prochaine destination ». Hey, on prend quelques minutes en fin d'épisode pour... C'est pas fini? Non. Okay. Assoyez-vous. Non, mais je veux juste qu'on revienne sur ce que t'écrivais cette semaine, à savoir que comment ça que c'est pas réglé, les joueurs de la Ligue nationale aux Jeux olympiques? Ben, l'entente n'est pas signée. Voilà. L'entente n'est pas signée. Non, mais il y a de l'animosité, là, non? Oui, mais il n'y a pas d'animosité par rapport aux Jeux olympiques en tant que tels. Les questions d'assurance de joueurs et tout ça, c'est payer les assurances salaires des joueurs de la Ligue nationale et tout ça. On s'est entendu sur les grandes lignes de ça. Ouais. Mais il y a une situation il y a une épine dans le pied qui dure depuis 2022 entre la Fédération internationale et la Ligue nationale. C'est que la Ligue nationale, on disait en début de balado, c'est une machine à... S'il n'y a pas d'argent, ça les intéresse pas. C'est ça. Le hockey international, les dirigeants de la Ligue nationale ont clairement annoncé leur couleur. Ils savent que ça génère des auditoires, des audiences à la télévision, que ça suscite les passions, et ils veulent s'en approprier une partie, puis ils veulent faire de l'argent avec ça. Et ils ont approché en 2022 la Fédération internationale et les ligues européennes en disant on a l'intention d'organiser une Coupe du monde en Europe en février 2024 à Prague. Et là, la Fédération internationale et les ligues européennes ont dit vous ne pouvez pas faire ça. On a notre championnat mondial à Prague 2 mois après, au mois de mai 2024. Vous ne pouvez pas faire ça. Les deux événements vont se cannibaliser. Et la Ligue nationale est revenue à la charge en disant on va le faire en 2025 à Stockholm. Et la Fédération internationale a dit vous ne pouvez pas faire ça. On a notre championnat mondial en mai 2025 à Stockholm. C'était la même... Et la Ligue nationale croyait pouvoir débarquer en Europe et dire nous, on va s'installer. Il y a une trêve qui est décrétée des ligues professionnelles européennes en février. Et les pays se servent de ça pour faire jouer leurs équipes nationales dans des petits tournois ou pour faire des événements nationaux pour financer leurs équipes nationales. Alors, la Ligue nationale pensait débarquer là en disant vous faites votre trêve, on va débarquer là, on va monopoliser l'attention durant votre trêve, on va piger les joueurs dans vos ligues européennes professionnelles, alors que les joueurs sont sous contrat. Si tu veux faire une Coupe du monde à 8 équipes, là, tu ne peux pas le faire avec juste des employés de la Ligue nationale. Il faut que tu piges dans les ligues européennes. Donc, les dirigeants du hockey européen ont dit si vous voulez vraiment faire une Coupe du monde, faisons un partenariat, là, parce que vous avez l'air d'être parti pour débarquer chez nous et vous pensez que vous allez faire ça, vous allez piger dans notre sac à bonbons sans qu'il y ait de compensation financière. Et finalement, ils n'ont pas réussi à s'entendre. Et la Ligue nationale a annoncé 2 heures avant le match de mercredi entre le Canada et la Suède qu'on allait organiser une Coupe du monde sans partenariat avec la Fédération internationale, fort probablement en Europe, parce que la motivation, c'est de faire de l'argent avec ça. La Ligue nationale ne va pas aller chercher plus de revenus télévisuels en Amérique du Nord en faisant son tournoi en Amérique du Nord. Alors, on veut faire ça en Europe, vendre des billets chers en Europe, vendre des droits télévisuels en Europe. En 2028. C'est ça. Et là, ça suscite énormément de mécontentement de l'autre côté de l'Atlantique, parce que là, les ligues européennes disent qu'ils veulent venir piger dans nos droits télévisuels qui font vivre nos équipes. Ils n'ont pas de respect de ce qu'on fait. Le contrat, donc, pour les Jeux olympiques est toujours pas signé. Et là, la situation, objectivement, est la suivante. Il y a des gens en Europe qui considèrent que c'est la survie de la fédération qui est en jeu, là, que la Ligue nationale est en train de faire un coup de force pour s'approprier le hockey international, faire des gros événements avec ça.
Alors, la Fédération internationale se retrouve dans la situation où le contrat pour les Jeux olympiques n'est pas signé. C'est la Fédération internationale qui décide si les joueurs de la Ligue nationale viennent... vont au jeu ou pas. Ils vont ou pas, parce que c'est eux qui défraient les 2/3 des assurances salaires des joueurs et tout ça. Et fait que d'un côté, tu as un partenaire que tu aimerais voir aux Jeux olympiques parce que ça donne un prestige incroyable au tournoi de hockey olympique, mais de l'autre côté, ce partenaire-là... manigance ou enfin veut... C'est ça, il veut pas être partenaire avec toi, il veut, veut nuire aux ligues européennes, il veut pas faire des affaires avec toi. Fait que moi, j'ai hâte de voir à quel moment il va être signé cette fameuse entente-là. Mais est-ce que j'ai compris que contrairement aux autres fois, là, c'est que la fédération qui signe pas ou qui met de la pression? Ben là, il y a encore s'il n'y avait pas de cette chicane-là, il y a encore des petits détails à peaufiner. Là. Il y a encore d'incertitudes, savoir est-ce que les amphithéâtres vont être prêts ou pas. La Ligue nationale veut des garanties, à savoir, nous, on va manquer tant de jours de calendrier dans notre ligue. Si l'amphithéâtre n'est pas prêt puis qu'il y a un délai ou qu'on ne peut pas finir dans les temps, on veut une garantie, tout ça. Fait qu'il reste des petits détails comme ça à régler. Mais c'est ça, cette situation-là, ce conflit-là, cette attitude cavalière-là de la Ligue nationale fait en sorte que ils seront probablement pas pressés de signer les gens de la Fédération internationale et les ligues européennes. Mais je trouve quand même que la Fédération internationale est en position de faiblesse dans ce dossier-ci parce que c'est pas évident, mais ils peuvent bien utiliser le fait que l'entente pour la participation des joueurs de la Ligue nationale aux Jeux olympiques n'est pas encore signée pour essayer d'aller chercher du pouvoir de négociation, essayer de préserver l'intégrité des championnats du monde puis éviter que la Coupe du monde vienne trop, tu t'employais le terme cannibaliser, mais vraiment jouer dans les plates-bandes des championnats du monde qui sont la vache à lait du hockey européen. C'est 70% des revenus de la fédération là, pour financer tous les autres championnats mondiaux, féminins, mondial junior, moins de 18 ans, etc. Fait que c'est un outil qui est à la disposition de la fédération de dire, là, on va hésiter avant de paraffer cette entente-là, mais je trouve quand même que la fédération a beaucoup à perdre en renonçant à la présence des joueurs de la Ligue nationale au tournoi olympique parce que ça n'aura pas du tout la même ampleur, le même glamour. On l'a vu dans les 2 derniers cycles olympiques, comment le tournoi de hockey, finalement, avait... C'est correct, là, mais c'est pas pareil. Ça n'a pas du tout le même lustre. Tandis que avec les meilleurs joueurs au monde qui sont là aux Jeux olympiques, le match de finale, le match de la médaille d'or aux Jeux olympiques devient l'équivalent de la descente en ski alpin. C'est des épreuves, c'est des moments forts des Jeux olympiques. Alors, la royauté. Si tu acceptes de renoncer à ça ou de le mettre dans la balance pour un jeu de négociation, je trouve ça quand même assez périlleux. Puis c'est pour ça que je trouve que la fédération est quand même en position de faiblesse. Je la comprends de vouloir essayer de protéger ses acquis, mais j'essaie de voir ils ont vraiment d'autres mécanismes, d'autres moyens à leur disposition pour pouvoir empêcher ou endiguer les ambitions de la Ligue nationale. C'est pas évident, mais tu sais, Bettman, quand on lui a parlé mercredi, il a dit à propos de la Coupe du monde, il dit c'est notre tournoi avec nos joueurs. Nos arbitres, nos Puis règles. on parle avec les fédérations, mais c'est un tournoi entièrement LNH. Alors lui, il veut débarquer en Europe puis pouvoir dire, ben nous, on va répandre la bonne nouvelle de la LNH en Europe de cette manière-là. Puis tu sais, quand tu dis ils auraient besoin d'aller chercher des joueurs européens dans d'autres lignes, c'est clair. Quand tu regardes, en ce moment, s'ils veulent un tournoi à 8 équipes... Si tu vas voir la Suisse, il n'y a pas 20 joueurs de la Ligue nationale. Non, en ce moment, il y a 6 Allemands dans la Ligue nationale. Puis il y a 7 Slovaques. T'sais? Fait que si tu ajoutes l'Allemagne, la Slovaquie puis la Suisse, ben là, c'est ça. Tu as besoin de combler tes alignements avec d'autres joueurs. Fait que pour les attirer, ben les gars peuvent pas être à 2 places en même temps. Puis ça veut dire que tu les retires d'activités qui sont importantes pour ces fédérations-là. Alors, c'est ça. Moi, je trouve ça malhabile de la part de la Ligue nationale parce que ils contrôlent. C'est un terrain qui leur est... c'est pas leur terrain, le terrain européen. Fait qu'ils ne contrôlent pas le calendrier.
Alors, si eux autres, ils annoncent 2 ans à l'avance, on va faire ça de telle date à telle date, notre Coupe du monde en sol européen, puis que les ligues européennes disent, nous autres, on ne fait pas de trêve pendant ce temps-là. On continue nos activités comme si rien n'était, puis nos joueurs vont continuer à jouer pour nos équipes. Ils sont sous contrat avec nous. Fin de la conversation. Ben oui, alors, il me semble que tu as intérêt à travailler ensemble, mais comme l'idée de ça, c'est de... Et l'association des joueurs est 100% derrière ça. Le Marty Walsh, là, je me demande s'il est directeur exécutif de l'association des joueurs ou s'il est devenu adjoint Gary Bettman. Parce que le poste va peut-être ouvrir. Hein? Il est son bras dessous. Hein? Ben oui. Moi, je serais inquiet personnellement. Ah ouais. Je sais pas, dans n'importe quelle entreprise, là, de voir mon président de syndicat marcher comme ça, bras dessous avec le patron. Avec le patron quand il y a des milliards en jeu. Alors, et si tu regardes ce que fait comme travail la Fédération internationale pour le hockey, dans les 20 dernières années, là, c'est incroyable l'essor que le hockey a connu sur la scène internationale. Là, les championnats mondiaux féminins, moins de 18 ans, le hockey en Asie est en train de lever. Là, les Chinois investissent de l'argent, les Japonais jouent au hockey. Je voyais des images la semaine dernière sur les réseaux sociaux d'un match de hockey au Pakistan à l'extérieur. Là, les gars n'étaient pas tous bien équipés, là, mais il devait y avoir 1000 personnes autour de la patinoire qui regardaient ça. Puis, il y a tous les championnats mondiaux des inférieurs, là, 1A, 1B, Israël qui joue des pays... La Pologne, la Hongrie, etc. Ne serait-ce que le niveau qui s'améliore dans les pays qu'on connaît davantage. Alors, tu as un organisme sans but lucratif comme la Fédération internationale qui est là puis qui fait un bon boulot, là, puis t'as l'éléphant qui arrive, puis dit, nous autres, on va venir faire une pièce de plus, puis on va saboter ou faire moins bien fonctionner votre écosystème. Je trouve que c'est très dans l'air du temps. Je trouve que c'est très américain comme attitude. Ces temps-ci, je trouve ça triste parce que c'est comme si la Ligue nationale torpillait un peu l'écosystème. Et n'a pas de considération. Mais ça, c'est effectivement dans l'air du temps. C'est effectivement très américain. Mais c'est Gary Bettman. C'est le style Bettman dans toute sa splendeur. C'est ce qu'on a vu. Les négociations avec les joueurs, ça a toujours été frontal. Ça a toujours été brutal. Et là, c'est la même chose. On dicte. C'est comme ça que ça va se passer. Ce qui est ironique dans tout ça, c'est que si tu te mets à dos les fédérations européennes, puis si, dans le fond, dans ton projet financier, tu les affectes dans leur existence, par la bande, après ça, tu nuis à ton propre produit. Parce que tu veux pouvoir faire en sorte qu'il va y avoir des joueurs slovaques de plus grande qualité qui vont faire en sorte qu'un jour, on va en avoir plus que 7 dans la Ligue nationale. Puis plus d'Allemands, puis plus de Polonais, plus de Japonais, etc. Mais à un moment donné, si tu court-circuites ces fédérations-là pour des motifs monétaires qui semblent être peut-être à courte vue, il y a un projet à plus long terme, manifestement, mais si tu veux imposer ta façon de faire au détriment de ces fédérations-là, tu leur coupes l'herbe sous le pied, puis peut-être que tu nuis au développement d'un produit qui, de toute façon, les meilleurs éléments te reviennent en fin de compte, parce que les meilleurs joueurs vont toujours venir jouer dans les nationales. Mais j'ai hâte de voir la suite, parce que moi, je pense pas que c'est Luc Tardif tout seul qui va prendre cette décision-là ou le conseil de la Fédération internationale, 7-8 personnes qui vont prendre cette décision-là. Je pense que ça pourrait traîner même jusqu'à l'Assemblée générale au mois de mai, à la mi-mai. L'Assemblée générale de la Fédération. Okay. Les pays membres vont voter là-dessus. Et moi, je suis pas sûr que la Hongrie ou la Pologne ou le Japon ou la Chine ont avoir une grande sympathie pour la Ligue nationale. Si on fait voter 147 pays sur cette question-là, ça va dire là, on se fait. Alors, c'est ça pourrait... Mais là, j'allais dire, parce que je voulais conclure en disant rassurez-nous. Hein? Rassurez-nous, le bon peuple qui est à l'écoute, rassurez-nous. Mais il est toujours temps de s'entendre, de faire preuve de bonne volonté. Puis la Ligue nationale, dans ses déclarations, a toujours dit on ne le fera pas en partenariat avec la Fédération internationale pour l'instant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça se peut qu'on s'entende avant ou ça veut dire on va le faire tout seul, ça, puis pour les prochains, on verra. Ouais. Mais il faut qu'ils se souviennent qu'ils sont en terre. C'est pas leur terrain en Europe. Puis même lorsqu'ils organisent des séries de 3 matchs en Suède, là, le premier match est à guichet fermé. Le deuxième match, il y a des sièges vides. Puis le troisième match, ils donnent des billets pour que ça ait l'air plein. Là. Alors, tu sais,
c'est une autre bête. Moi, je pense qu'ils ont intérêt à travailler avec les gens qui occupent ce terrain-là. Mais pendant ce temps-là, on côtoie l'élite. On ferait avec l'élite. Je ne sais pas si le tournoi va revenir à Montréal un jour. Je ne sais pas. Enfin là, non, je ne veux pas ouvrir une nouvelle. Il est assez tard. On va aller se coucher, mais on se posera la question un jour. D'accord. Un jour. Marc-Antoine Godin, tu es notre journaliste affecté aux affaires du hockey. C'est cela. Tu t'en vas voir l'entraînement des Américains. Exact. Check ça, là. Ah oui. Check ça comme faut. Mais oui, je vais revenir avec toutes les plus récentes nouvelles. D'accord. Le casque blanc avec l'uniforme bleu, j'aime pas ça. Je t'en glisse un mot comme ça, si jamais tu croises. Qui de droit. Voilà. Martin Leclerc, tu es notre chroniqueur principal au service des sports. Ça fut un plaisir, messieurs. Bon week-end et bon match samedi. Oui, hey, je travaille. Pas là-dessus. Je fais du ski. Quel imbécile! Qu'est-ce que je fais, moi, pendant ce match-là? Du ski. Bravo, Alex. On te racontera ce qui s'est passé mardi prochain. C'est assez tard. D'ailleurs, j'en profite, allez voir ça sur tout.tv. J'ai pas l'horaire, mais on fait soit de la planche à neige ou du ski accro en soirée. Ah, mais ça va être fini. En soirée. Hein? Non, mais je devrais être... Quoique là, les matchs commencent à 8 heures. Oui. De mémoire, là, il me semble que ça commence à 9. Mon slope style, là, j'ai pas les détails en tête, là, mais et donc je devrais être bon pour voir la première période. C'est 19h30. C'est 19h30, donc ça m'aide. Hein? Puis c'est pas très long, fait que je devrais être bon pour voir la fin également. Alors, mais j'en profite pour... Non, excusez-moi, c'est 20h. C'est 20h. Bon. Mais si jamais, parce que vous avez autre chose, vous pouvez pas être là pour le ski acrobatique samedi, je vous en profite, j'invite quand même à cliquer j'aime, cliquer les petits cœurs. Merci d'être là. Abonnez-vous sur YouTube. C'est vraiment très, très apprécié. Et il ne me reste qu'à remercier Jacques-Alexis Bernardin à la production de cet épisode. Merci beaucoup, Jacques-Alexis. Je m'appelle Alexandre Coupal. Bon match demain. Amusez-vous bien. Puis on se retrouve mardi prochain. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.